Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission Andé, une émission placée sous le signe de la coupe, l'Euro et l'Euro qui se passe en Serbie et la Coupe de la Ligue, le Final Four qui se déroulait ce week-end. Et on commencera par le Final Four justement qui s'est passé au Palais des Sports de Toulouse. Dunkerque fait-il un bon vainqueur? Les hommes forts de ce week-end, notamment Vincent Gérard, le portier de Dunkerque, qui sera avec nous dans quelques instants. On enchaînera ensuite avec une autre coupe, pas la coupe de cheveux de Michael Ilès, mais bien sûr la Coupe d'Europe. L'Euro se joue en Serbie et l'équipe de France dans la poule 1, jouée contre la Norvège il y a encore quelques minutes. Quoi de mieux pour nous en parler de ce match, de ce match d'échange de l'équipe de France de se qualifier pour les demi, que l'experte Valérie Nicolas, qui était il y a encore quelques instants au micro de nos confrères de Sport Plus et qui nous fera le plaisir de nous rejoindre dans une demi-heure. Donc on parlera forcément de cette gifle, de cette claque infligée par la Norvège à l'équipe de France. Et il y aura également Thomas Guillon, le spécialiste des sports féminins et notamment la voix d'Elsport, qui nous accompagnera également pour cette grande page de l'Euro. On enchaînera avec la Pro D2, résultats, analyse et bien entendu le set de la semaine de la JPH. Ça sera sans notre expert Pro D2, Sébastien Mangin, grippé, restera bien au chaud. Et on lui souhaite de la part de toute l'équipe un très bon rétablissement. Comme tous les lundis, Benoît Perabou est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir. Il y a également Michael Ilès. Salut Mika. Salut, moi. Par contre, on va remettre les choses au point tout de suite. C'est la dernière fois que tu parles de ma coupe de cheveux. Allez, on n'en parle plus. Et puis, bien entendu, Stan également là. Bonsoir Stan. Bonsoir à tous et à toutes. Alors messieurs, vous avez passé un bon week-end entre la Coupe de la Ligue, l'Euro. Il y avait également, messieurs, le Classico en Espagne entre Barça et Madrid. On va peut-être commencer par ça avant de recevoir Vincent Gérard, un peu le héros du week-end, si on peut l'appeler comme ça. Alors est-ce que vous avez un peu regardé le match, si déjà il était télévisé? Là, le Classico quand même. Tu vas me niquer mon suspense. Je l'avais enregistré, je devais le regarder. Je n'ai pas encore regardé le résultat. Ah bon, on va pas trop. Alors, on ne dit rien, mais Barcelone Allez, on va rien dire. J'espère que t'as pas. Mais non, mais faut en faire profiter les auditeurs. Allez-y, c'est pas grave. Allez, non, tout simplement, belle victoire de Barça face à Madrid. Donc c'était un peu le duel entre Cédric Sorando et Xavier Baraché. Voilà, tu regarderas le match. Moi j'ai juste le résultat, malheureusement j'ai pas pu le regarder. Est-ce que toi Benoît tu t'en as regardé un peu plus? J'ai fait un bon week-end de handball, mais j'ai pas été jusque-là. Je suis resté sur le territoire français et sur le championnat d'Europe. Je me suis pas expatrié en Espagne ce week-end. Donc voilà. Alors belle victoire, il me semble 22 à 25 de Barça, donc comme quoi Barcelone est une grosse équipe également de handball, donc c'était un peu le classico et voilà, c'était pour vous parler. Avec une énorme performance du gardien de Barcelone, là. Cet arbitre apparemment a un peu dégoûté ses adversaires. Ouais, il y en a aussi un autre qui a dégoûté ses adversaires, c'était ce week-end. Pour la transition. T'as vu ça un peu? On a du métier, on commence à avoir du métier. Donc on va en parler, il va nous rejoindre dans quelques minutes, Vincent Gérard. Alors, on va quand même parler de ce nom de Célestat quand même. Avant que monsieur Vincent Gérard, héros du week-end, on le rappelle, avec une prestation exceptionnelle, notamment sur les jets de 7 mètres et le tir au penalty, on en parlera tout à l'heure. Benoît, étant donné que tu es un peu le hoster de cette conversation, tu as juste à l'appeler, il sera dans quelques instants avec nous. Le temps pour moi de vous dire quand même que Célestat était aussi dans ce Final Four, on n'en parle pas beaucoup, ils se sont fait un peu exploser également face à Nantes, 33-25. Nantes sans contestation possible, Mika, là-dessus. Ah oui, ils leur ont mis une volée, ouais, ça a été un match engagé. Célestat a fait un peu illusion pendant le premier quart d'heure, mais défensivement, c'était vraiment trop fort à Nantes et ils ont vraiment buté sur eux et après c'était des montées de balles et ils ont pas vu le jour de toute la deuxième mi-temps. Et comme on vous l'avait annoncé, monsieur Vincent Gérard est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir.
Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et surtout, félicitations pour votre trophée remporté ce week-end avec Dunkerque et surtout également pour votre performance individuelle qui a été vraiment époustouflante, Vincent. Merci beaucoup, ouais, c'est vrai que c'était un bon week-end. Alors, justement, comment on se Est-ce sent que c'était une bonne nuit? Voilà. Une nuit un peu courte. Bon, vas-y, parle. Alors, justement, Vincent, comment on se sent au lendemain d'une belle victoire comme celle-ci? Ah bon, on est content, voilà, on est surtout fatigué parce qu'on est rentré à midi, on n'a pas forcément beaucoup dormi, un peu fatigué, mais très content de la façon dont on a pu jouer, du week-end en entier parce qu'on a fait 2 matchs vraiment pleins, vraiment solides et sérieux, et avec ce deuxième titre de la saison au bout, on ne peut qu'être content de notre début de saison. Alors, surtout que c'était loin d'être gagné, hein, parce que le tirage au sort, vous n'avez pas, on va dire, euh, été chanceux. Vous avez tout de suite tombé contre Chambéry samedi. Ça a été un match difficile, âpre, mais vous avez fait quand même une sacrée belle prestation à titre collectif, bien entendu, mais individuellement, avec notamment un 55% d'arrêt au jet de 7 mètres. Alors, la question que tout le monde nous pose, est-ce que vous avez un entraînement spécifique pour ce style voilà, ce penalty, ces penalties? Non, non, pas du tout. Alors, les penalties, c'est très spécifique parce que c'est vrai que même à l'entraînement, j'en tire quelques-uns avec Guillaume Joly, mais enfin, il en tire quelques-uns sur moi. Mais donc, il n'y a pas cette pression qu'il peut y avoir en match, donc c'est toujours difficile de les travailler. Et c'est pas un exercice où normalement je vais pas dire brillant, mais c'est pas un exercice où je suis très fort normalement. Et c'est vrai que ce week-end, peut-être que j'ai réussi à prendre un avantage psychologique. Et puis c'est vrai qu'après, la loi des séries fait que ça s'est enchaîné, mais c'est pas quelque chose que je travaille plus que les autres aspects de mon poste particulièrement. Ouais, et Et puis, moi, j'ai eu l'impression que tu anticipais un peu sur les shoots. C'était des shoots que tu avais vus un peu en vidéo, parce que c'est notamment sur Valero Rivera, j'ai eu l'impression que tu savais à l'avance où ils allaient shooter. Bah, après, on connaît les gammes des shooters. Quelqu'un comme Valero, il a au moins 7 ou 8 penalties différents, j'ai envie de dire quasiment. Il sait faire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'après, quand ça se passe bien comme ça, quand on commence à mettre en doute les gens, bah, ça donne un peu cette impression-là. C'est vrai qu'on a l'impression, et même moi, hein, que mon corps réagissait tout seul et savait où il devait aller comme ça sans avoir à réfléchir. Donc c'était pas de l'anticipation, c'était ouais, vraiment de la grosse réussite. alors, le match le plus difficile, c'était celui contre Chambéry ou la finale face à Nantes? Bah, c'était 2 matchs différents. Chambéry, c'est une équipe qui joue très bien au handball et on a été très solide et on a pu faire un match très sérieux pour pouvoir les battre. Après, Nantes, ça reste une finale, ça reste très particulier. Même si on peut se dire que Chambéry est quand même une équipe qui est normalement de niveau supérieur à Nantes. Sur une finale, on a déjà vu beaucoup de surprises. Donc, mais Nantes, ça a été. Peut-être que Nantes, le match, on s'est libéré un peu plus vite et on est passé. On a quasiment su qu'on avait gagné un peu plus tôt que contre Chambéry. Mais le plus dur, c'est quand même à chaque fois la finale parce que ça serait dommage. C'est à chaque fois dommage d'en arriver là si c'est pour pas gagner. Et justement, cette finale, hein, maintenant, Dunkerque ne perd pratiquement plus de finale. Ça s'est joué contre Nantes, 28-24. Première mi-temps assez serrée quand même. Pas trop d'équipes n'a pris l'avantage. Par contre, en deuxième, on a eu l'impression que Dunkerque quand même a accéléré et Nantes n'a pas pu suivre le rythme, et notamment avec encore, il me semble, 4 arrêts sur 6 pénaltys de vous, Vincent. Oui, oui. Bah, c'est vrai que la première mi-temps a été serrée. C'est un match âpre. Nantes est une équipe qui défend très bien. Les défenses duraient longtemps. C'était long, c'était dur. Et à la deuxième mi-temps, on a eu un petit coup moins bien au début. Et après, on a réussi à faire le trou en défendant bien, en mettant quelques montées de balles. Et surtout en trouvant les solutions beaucoup plus facilement, notamment au poste de pivot et Sébastien Bosquet a eu aussi beaucoup de réussite au shoot. Et c'est vrai qu'on a plus trouvé la solution sur leur défense en deuxième mi-temps, ce qui a fait qu'on a pu faire le trou parce qu'on a continué nous, de la même façon en défense. Benoît? Oui, pour te rejoindre, là, je pense que vraiment le match il s'est gagné au niveau tactique. Patrick Casal a pris un temps mort assez rapidement en début de deuxième pour vraiment vous recadrer sur des fondamentaux de cette défense un peu particulière qu'est la 3-2-1.
Et je pense qu'à partir du moment où vous avez respecté ces recommandations, j'ai envie de dire, et ben après ça a été tout de suite plus facile avec vraiment du jeu voilà, vers l'extérieur ou du jeu à l'intérieur, mais pas dans un premier temps. Et c'est vrai avec Bosquet qui a été très performant, ensuite les joueurs sont dû monter sur lui et c'est vrai que les espaces se sont tout de suite créés pour le pivot. Donc je pense que c'est vraiment tactiquement que la victoire s'est décidée en deuxième mi-temps. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Effectivement, c'est vrai que la veille, on avait joué Chambéry qui défendait en 6-0, donc c'était pas du tout les mêmes façons d'attaquer. Et Pat a pris un temps mort très tôt en début de deuxième mi-temps parce que c'est vrai on s'était un peu perdu. On savait comment il fallait l'attaquer, mais c'est vrai qu'il y a des moments peut-être qu'on paniquait un peu sur cette 3-2-1 de zone très mobile qui flottait beaucoup, qui mettait beaucoup d'agressivité. Et après, on savait aussi que c'était une défense qui était très énergivore et qu'au bout d'un moment, ils allaient craquer parce qu'ils n'allaient pas pouvoir faire des allers-retours comme ça pendant une heure. Et c'est ce qui s'est passé. Roquefelio a pas pu tenir le rythme de faire comme ça l'essuie-glace toute la deuxième mi-temps. Donc c'est vrai que ce temps mort a été bien pris parce qu'on Nantes avait creusé un petit écart de 2 buts et ça a permis direct de stopper l'hémorragie et de nous repartir d'un bon pied et de nous rappeler ce qu'on savait déjà, mais nous le rappeler, nous dire de nous calmer et de continuer sur ce qu'on savait faire. Alors, Et dans le même genre, il y a le temps mort de fin de match aussi où vous êtes fait un tout petit peu peur sur cette défense étagée où vous prenez 2 buts d'affilée, ils reviennent à 3 buts. Et oui, où Patrick reprend aussi un temps mort pour calmer un peu tout le monde. Ouais, c'est sûr, bah, il a réagi très vite. C'est vrai que quand ils ont commencé à défendre de façon agressive comme ça, on a eu un peu de mal. Ça a été un peu dur parce que c'est vrai que on était à plus 6 je crois, ou plus 5 je sais plus, et on se disait, bon, c'est gagné. Et puis on les voit revenir. Et c'est vrai que c'est une défense, la 4-2. Si on l'attaque bien, normalement, on doit pouvoir trouver des solutions, mais il faut pas paniquer. Et c'est vrai que on s'est retrouvé 2-3 fois coincé entre Sébastien et Jalel, on n'arrivait pas à envoyer la balle du côté gauche. Et Pat a pris un temps mort et ça a permis de calmer les esprits à tout le monde. Entre Rios a perdu un ballon et puis après on a réussi à beaucoup plus gérer au niveau du temps, parce qu'au final il restait pas beaucoup de temps et donc le but du jeu c'était pas de marquer des buts mais surtout de pas perdre la balle. alors Vincent Gérard est avec nous sur RTS. N'hésitez pas à lui poser des questions sur le chat. Notamment, alors Dunkerque qualifié pour une Coupe d'Europe, ça c'est déjà fait au détriment de Nantes. Est-ce que c'est une petite revanche par rapport à l'année dernière? Est-ce que vous y avez pensé avant le match? On a surtout pensé à gagner ce titre, hein. Après, c'est vrai que l'année dernière, Nantes nous, on était dans une période pas facile parce qu'on venait de perdre cette finale de Coupe EHF. On avait énormément de blessés et Nantes était venu à la maison nous prendre la place à la dernière journée. Donc, je ne crois pas à une revanche parce que c'est une compétition différente et puis il n'y a pas de revanche à avoir, il y a des titres à gagner. Et je pense que si on demande maintenant à Nantes s'ils avaient préféré, qu'est-ce qu'ils auraient préféré, je pense qu'ils auraient dit gagner le titre hier soir. Maintenant, c'est toujours compliqué, mais revanche non, parce que sinon on aurait des revanches à prendre tous les week-ends sur tout le monde parce que Ouais. parce que c'est comme ça, on se rencontre souvent et forcément les lois du sport font que il y a un moment, si c'est pas eux, c'est nous. Donc non, je pense que on était juste là sportivement pour aller chercher le deuxième titre en 6 mois à Dunkerque et puis garnir encore un peu plus le palmarès du club. Alors, d'un point de vue championnat, Vincent, l'objectif du coup maintenant c'est la Ligue des Champions, quoi. Oui, de toute façon, c'est clair que maintenant on peut encore prétendre à gagner la Coupe de France. On va C'est essayer de vrai. faire le plus possible, mais c'est que le meilleur pour obtenir quelque chose de mieux en championnat, il faudra passer par la qualification en Ligue des Champions, donc finir dans les 2 premiers. Donc ça risque d'être très dur, mais c'est vrai que ça va être l'objectif. Et si on arrive à jouer sérieusement, comme on a pu jouer ce week-end, pourquoi pas? Maintenant, le championnat c'est long et on a vu que des fois on avait quelques trous et que peut-être c'était encore un peu le péché mignon de cette équipe et qu'on n'arrivait pas encore à être très régulier tout le temps. Donc peut-être qu'on va être libéré en sachant que la Coupe d'Europe est acquise déjà et que maintenant c'est un peu que du bonus et à nous de nous faire plaisir pour aller titiller le plus longtemps possible les gros qui sont devant nous. Benoît?
Oui, justement, là, tu parles du championnat et je regardais un petit peu votre calendrier parce qu'on sait que c'est toujours difficile après un week-end comme ça, surtout à cette période. On est tard dans la saison déjà et tout le monde est fatigué. Il y a pas mal de blessures. Donc, j'ai regardé un peu votre calendrier. C'est vrai que là, vous avez quand même une réception qui devrait être largement à votre portée et vous permettre quand même d'économiser pas mal de force contre Bière. Et pour après aller À Aix-en-Provence. c'est à Aix, voilà, à Aix pour le dernier match. Donc peut-être ce week-end un peu plus avec un peu plus de facilité et pour préparer Aix et finir sur invaincu sur ces 2 derniers matchs. Ouais, j'espère que Aix sera gentil avec nous la semaine prochaine. Euh, non, mais c'est vrai que Billère, c'est une équipe qui va être à notre portée. C'est vrai que c'est toujours difficile parce que là, on est un peu sur un petit nuage. Il y a l'euphorie, la fête, tout le monde est content et c'est difficile de se remettre dedans. Là, on est au repos jusqu'à mercredi. On va reprendre mercredi, jeudi, histoire de préparer ce match. Mais effectivement, peut-être c'est une chance qu'on a, c'est qu'on reçoit Billère. Donc, c'est vrai que c'est mieux que de se déplacer déjà. Et Pouvoir fêter le titre avec vos supporters. Oui, vous pouvez ouais, voilà, continuer à bah, fêter c'était le là titre déjà, sur Kiev aussi. certains étaient là à la sortie, à la descente du bus. Mais je pense qu'il faut pas se tromper. Je pense qu'il faut quand même qu'on aborde ce match sérieusement parce que Bière est pas là non plus par hasard. On ne joue pas en D1 par hasard. Donc, faire le boulot. Si on joue sérieusement, on doit gagner. C'est quelque chose qui est évident. Maintenant, il faut pas non plus prendre le match comme ça par-dessus l'épaule parce que ça serait dommage de gâcher la fête en étant la première équipe à donner des points à Bière. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, c'est quand même, comme tu l'as dit, un avantage de recevoir Bière, mais il faut pas croire qu'on va gagner si on n'y met pas l'intensité nécessaire. Alors, Vincent, oui, est-ce que vous croyez que PSG est encore possible d'aller les chercher? Ça dure. Bah, oui, ça va être dur, hein. C'est une telle machine à gagner. Ils ont déjà gagné à Dunkerque, ils ont gagné à Chambéry. Donc, effectivement, ça va être très dur d'aller les chercher. Maintenant, tant que mathématiquement c'est possible, on peut toujours espérer quelque chose. À nous, on a laissé pas mal de points en route à Tremblay, on a laissé un point contre Toulouse. Donc, effectivement, ça va être dur, hein. Il faut pas se leurrer, mais il faut quand même qu'on essaye de faire tout ce qui est en notre possible et de pas avoir de regrets pour si jamais eux ils connaissent une période de moins bien, on sait jamais, hein. C'est pas impossible. Et ben, espérons que nous, on puisse se dire, ben oui, s'ils ont une période de moins bien, ben, nous, on sera là pour leur mettre la pression. Maintenant, avec l'équipe qu'ils ont, ça paraît difficile. Maintenant, tout est toujours possible. Il faut pas se dire que ça y est, le PSG a gagné. On en est qu'à la 11e, on va jouer la 12e journée, quoi. Donc, tout est encore possible. Alors, Patrick Casal, votre coach, a déclaré, je cite, il est inadmissible que Vincent ne soit pas encore en équipe de France, au moins pour un essai. Est-ce que vous avez quelques contacts avec Claude Onesta? Oui, je lui ai parlé. Après, lui, il a dit ça un peu dans l'euphorie du match de la demi-finale. Il en a reparlé, je crois, avec Claude Onesta. Et peut-être que ces mots ont un peu dépassé sa pensée. Mais oui, non, y a pas, j'ai pas aucun problème avec ça. Donc, est-ce que vous y croyez un petit peu quand même? Il y a le championnat du monde qui arrive. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous soyez appelé? Il y a quand même de bons gardiens en équipe de France. Est-ce que Vincent Gérard sera peut-être sélectionné? Non, vous en savez pas plus pour un essai Non, j'en sais pas plus. Après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que l'équipe de France a tout gagné depuis un bon nombre d'années avec cette équipe-là et qu'il n'y a pas de raison non plus de changer quelque chose qui gagne, de changer dans l'urgence. Donc j'espère un jour avoir ma chance. Je serais très fier de porter le maillot tricolore si jamais on me le permet. Et je travaille dans ce sens-là. Après, voilà. Benoît? En plus, Onesta a été quand même assez clair par rapport à cette petite polémique, c'est que il considère pas qu'il doit avoir les 14 meilleurs joueurs du moment, mais il considère qu'il faut un groupe aussi qui vit bien et qui voilà, et donc il s'attache énormément à ça et il a quand même fait sous-entendre que il y aurait certainement pas énormément de changements dans l'immédiat, en tout cas
pour ce championnat du monde en Espagne. Je trouve Oui, ça, voilà. Je je trouve pense ça que- assez peu normal, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça renforce un peu mes arguments d'il y a quelques temps où je disais que ça devenait un peu la mafia équipe de France, quoi. Alors, Alors, certes, on sait que c'est très très compliqué d'y rentrer. Depuis des années, là, il y a très très peu de joueurs qui ont pu rentrer dans cette équipe et vraiment s'y imposer, à part Xavier Baraché là sur les derniers. Sinon, très peu de joueurs ont réussi à rentrer et à s'imposer. Donc, c'est vrai que c'est pas une mafia, mais il joue avec son groupe et il en démord pas pour l'instant. Ouais, Ouais, de temps en temps, il pourrait faire un écart et puis prendre le meilleur gardien aussi ou le meilleur joueur, histoire de valoriser un petit peu les joueurs. Je suis un peu de l'avis de Michael. ouais, on lui demande pas de changer tout un groupe, mais c'est sûr que quand il y a certaines individualités comme il avait fait, par exemple, avec Baptiste Buteau l'an dernier, c'était bien qu'il le prenne sur un stage, mais qu'au moins les personnes Il y a eu- qui réalisent des belles saisons, et en plus c'est pas la première pour Vincent, donc que les gens qui sont assez réguliers comme ça aient au moins la possibilité justement de commencer à rentrer dans le groupe, même si Non, mais ouais, j'espère qu'il aura sa chance. Mais après, là, l'échéance, elle arrive super vite aussi. Elle est là, c'est janvier. Donc, je pense que par rapport à déjà les gardiens qui sont en place, il va pas tout modifier maintenant. Mais je pense qu'il aura largement sa chance pour préparer une échéance future. Ah, effectivement, donc ça sera pour un débat pour plus tard, hein. Mika, je sais que tu es sur le chat, hein. S'il y a des questions, tu n'hésites pas à les poser à Vincent. Et puis, il faut pas oublier que l'Onesta a pris Gréby, Mahé, donc la porte est ouverte, mais on peut rien dire parce que les résultats parlent pour eux pour l'instant. Donc, effectivement, mais on espère que Vincent sera appelé récemment. Il mérite vraiment. Contractuellement, Vincent, vous en êtes où avec Dunkerque? Il me reste 1 an et demi de contrat. Donc, est-ce que vous serez susceptible de reprolonger, d'être tenté par une expérience un peu à l'étranger ou dans un autre club en France? Je suis bien à Dunkerque. Pour l'instant, rien n'est fait. On parle. Après, pour l'instant, rien n'est fait. Je suis bien à Dunkerque. Je ne me vois pas partir particulièrement plus que ça. Donc, après, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Mais bon, il me reste 1 an et demi de contrat. C'est long. Donc, il y a tout le temps de voir, quoi. Bon, on va passer à une petite interview décalée de Stan. Attends, il y avait une question qui demandait sur le chat, est-ce qu'il avait re-signé à Dunkerque? Combien de temps il était sous contrat? Non, parce que je viens de répondre. Non, j'ai pas signé pour le Ah, moment. pardon. Il s'est endormi. Désolé, j'étais en train de lire. 1 an Il y et a une demi. question aussi, il y a une question concernant tes chaussures. Oui. Est-ce que c'est ton secret, la couleur de tes chaussures, ou c'est un défi par rapport aux autres? Non, c'est des chaussures, je crois que c'est les chaussures que Kempa. Tu les as vendues. Les championnats du monde en Espagne. Donc Kempa m'a envoyé ces chaussures-là. C'est les mêmes qu'avait Erwan Siakam. Après, Ouais, il y a plein de monde qui les a, c'est des nouvelles. chacun a ses goûts, hein. Moi, je suis plutôt bien dedans. Donc voilà, je les ai mises. Bon, après, c'est un peu flashy, mais bon, c'est comme ça, quoi. Allez, je pense que Stan a préparé quelques petites questions avant de vous laisser, Vincent. Stan? Ouais, donc bonsoir Vincent. Donc une petite biographie. Donc Vincent, tu es né le 16 décembre 1986 du côté de Wapi, c'est ça? C'est du Wapi, de à la côté de Moselle. Metz, oui. D'accord, donc c'est la Moselle, c'est Metz, tout ça. Donc tu as commencé ta carrière à Metz avant de rejoindre Montpellier, bien sûr. Un petit passage par Istres avant d'arriver à Dunkerque. Quel est ton meilleur souvenir en tant que handballeur? Ah, c'est difficile, mon meilleur souvenir parce qu'il y en a beaucoup, hein, tous ces titres que j'ai pu gagner avec mes différents coéquipiers. Ça reste beaucoup de bons souvenirs. Alors, je sais pas si je devais peut-être en dire un. Mon premier titre, même si j'ai pas beaucoup joué, seulement un petit peu en demi-finale, première Coupe de la Ligue qui avait lieu à Metz et qu'on avait gagné avec Montpellier contre Ivry, l'année où je suis arrivé. Donc c'était sympa de gagner cette Coupe de la Ligue en plus à Metz. Alors que je venais de partir. C'est le premier titre peut-être qui restera gravé longtemps. Après, je peux parler de cette victoire à Bercy, je peux parler de cette victoire à Miami.
de cette belle histoire qu'on a eu avec Istres. Donc c'est difficile d'en retirer un, mais c'est vrai que chaque titre est particulier parce que il récompense un peu le travail d'une équipe et c'est que c'est un peu la surface émergée de l'iceberg, mais ça récompense beaucoup de travail et beaucoup d'efforts et ça nous donne envie de continuer à travailler dans les moments difficiles. Et en plus, le fait de battre Montpellier, ça a dû rajouter une petite saveur aussi particulière. Oui, oui. Après, j'ai envie de dire, l'adversaire est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est la victoire finale. C'est vrai qu'après, on a battu Montpellier à Miami avec Istres et très content. Je venais de partir, mais j'avais pas de revanche à prendre ou c'était pas. Donc du coup, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Donc c'était surtout sur le fait de pouvoir gagner avec une bande de copains et puis d'aller de se qualifier pour la première fois avec ce club en Coupe d'Europe. D'accord. Et ton pire souvenir? Ah, mon pire souvenir, ah, je sais pas trop. C'est difficile. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs dans le handball. Au final, ma carrière s'est toujours plutôt bien passée. J'ai envie de dire peut-être la fois la dernière année que j'ai fait en D2 à Metz, et je me souviens encore, on était à Aurillac et on a appris que la division 2 ne passerait pas à deux poules de 10 ou quelque chose comme ça, donc on était sûr de descendre avec Metz et de partir sur une descente en N1, de laisser le SMEC dans cette position, c'est peut-être mon pire souvenir, pire souvenir de handball. Question RG. Qui a fait le plus la fête hier soir? Allez, On a tous fait la fête, ça a été long. La finale, si je me dis pas de bêtises, ça a dû finir vers 17h, 17h15 et on s'est couché à 6h du matin. Donc je pense qu'encore une fois, ça a été un bon travail d'équipe. Est-ce que William Hanotel a fini nu ou pas? Il n'a pas fini nu, mais je ne m'étendrai pas sur l'état final de William Hanotel, mais on peut dire qu'il a fêté dignement son deuxième titre. Quel est le club où tu aurais voulu jouer? Après, bien sûr, les grands clubs, moi c'est plus l'Allemagne qui me fait rêver. Donc des clubs comme Kiel, Flensburg, c'est des clubs qui font rêver. On est allé jouer l'année dernière à Magdebourg et à Göppingen. Quand on voit le public, l'ambiance, c'est des choses qui font rêver. Après, je suis bien aussi où je suis, mais c'est vrai que jouer dans des grandes salles pleines comme ça, comme à Kiel ou à Flensburg, ça serait quelque chose qui serait super sympa. Le club que tu n'aurais jamais été joué? À Nîmes? Non, franchement, il faut jamais dire jamais. On a beaucoup d'a priori sur beaucoup de choses. Moi, j'ai connu ça notamment quand j'étais à Istres. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on peut pas dire qu'on n'a pas envie de jouer dans un club parce que chaque fois qu'on va dans un club, on doit y trouver des personnes attachantes et ça se passe bien. Donc, je pense qu'il n'y a aucun club où je ne voudrais jamais jouer et on sait jamais où l'avenir pourra nous mener. Champagne ou Mousseux? Champagne. Paris Handball ou Montpellier? C'est difficile. C'est difficile. J'ai joué à Montpellier, je connais pas mal de monde là-bas. Je vais répondre Montpellier. Crêpe bretonne ou saucisse frite? Bon. Ah, en ce moment, les crêpes bretonnes. Benoît Perabou ou Michael Hilès? Si je dis Michael Yes, il me laissera tranquille la semaine prochaine. Benoît Perabou, on a déjà donné la semaine dernière. Donc, Pas sûr. donc j'ai plus souvent joué contre Benoît Perabou, je pense. On va dire Benoît Perabou. D'accord, tu sais ce qu'il te reste à faire, ami Michael. Ouais. Vengeance. C'est vrai que ça prouve qu'ils allaient être gentils la semaine prochaine. Ouais, c'est pas dans nos plans. On n'a pas la C'est possibilité parfait. de Non, mais faut faire comme la dernière fois, c'était pas mal. Il n'y a pas une foire aux huîtres du côté de. Il faudra la saucisse, là. Oui, voilà. Ouais. RTL. C'est fini les vacances. West Ham, on t'a pas entendu. RTL ou RTS? Bah, RTS.
Bien sûr. Merci bien. Et bien sûr, la petite phrase que tous les invités ont la gentillesse de dire pour nous. Ici, Vincent Gérard. Bienvenue sur Radio Token Sport. Ici Vincent Gérard et bienvenue sur Radio Token Sport. Eh ben c'est parfait. Merci Vincent. Parfait, parfait Vincent, merci d'avoir été avec nous. Hein, et c'est un plaisir de vous avoir et puis pourquoi pas une prochaine. À une prochaine, je vais aller me coucher et puis Ouais. Merci, file au lit. et puis bonne continuation, puis à bientôt alors. Merci, merci Vincent et bonne nuit surtout et récupérez bien. Il va falloir de longues heures. Voilà, c'était Vincent Gérard avec nous. On va retrouver tout de suite Valérie Nicolas en direct de Serbie pour le match malheureux de l'équipe de France. On va essayer en off. Non, Benoît, il a pris la parole. Donc, messieurs, je vais vous laisser un peu débattre sur Dunkerque-Nantes. Votre avis personnel, notamment, enfin sur le Final Four en général. Est-ce que Dunkerque était la meilleure équipe, par exemple, de ce tournoi? Alors, attends. Moi, j'ai d'abord un petit coup de gueule Attention. sur l'organisation de ce Final Four. T'as pas été invité? Je trouve ça assez aberrant qu'on revendique d'organiser un événement comme ça et que par la suite on soit pas capable de remplir la salle pour tout l'événement. Notamment la première demi-finale, c'était une catastrophe. Il devait y avoir 1000 personnes dans les tribunes alors que la salle elle doit faire 4 ou 5000. Et même pour la finale, on pouvait voir des petits sièges par-ci par-là. On pouvait voir que la salle n'était pas pleine et je trouve ça assez hallucinant parce que on essaie de développer le handball. Cette coupe est aussi faite pour ça, pour essayer de mettre un phare sur le handball pendant un week-end et Toulouse qui doit avoir d'autres problèmes que ça en tête en ce moment. Mais je trouve qu'ils n'ont pas assumé le rôle qui leur avait été donné. Alors, messieurs, on va tout de suite faire une petite manip et appeler Valérie Nicolas. Donc, je vous retrouve après, hein, messieurs, le temps d'appeler Valérie et je vous rajoute dans la conversation. Stan, on aura peut-être un petit souci pour t'avoir pendant une vingtaine de minutes, mais on se rejoint après pour la Pro D2. Ça te va? Ça marche. Allez, on reçoit également Thomas Guillon qui sera avec nous. Le temps pour moi d'appeler Valérie Nicolas. On se retrouve tout de suite après. Voilà, hop, c'est du direct. J'appelle Valérie Nicolas qui sera avec moi normalement, on l'espère tous. Donc c'est du direct en Serbie. Et bah voilà, on a Valérie avec nous. Bonsoir Valérie et merci d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois. Alors, il y a de l'ambiance. Est-ce que vous nous entendez bien, Valérie? Allô? Ouais, Valérie, vous nous entendez? Oui, mais pas très bien. Ah ouais, il y a pas mal d'ambiance hein, chez vous. On voit ça. Hein. Ouais, effectivement, il y a le dernier match là qui se joue entre la Suède et la Serbie. Ouais, alors, on aurait aimé vous appeler et avoir plus de bonnes nouvelles, mais là, l'équipe de France a véritablement pris une grosse gifle. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a déjoué comme ça? C'est difficile à dire. Les joueuses n'avaient pas forcément la réponse à la fin du match. Elles étaient abasourdies. C'était vraiment un match difficile et je crois que au niveau individuel, les joueuses ont failli et au niveau collectif encore plus. Donc ça n'a pas joué en équipe et comme individuellement, mais les filles n'ont pas réussi à sortir de belles choses. Je crois que ça leur a posé beaucoup de problèmes. Alors est-ce que c'est un match vraiment sans de l'équipe de France ou alors la Norvège était vraiment au-dessus et sera vraiment au-dessus? Non, je pense que c'est un match sans de la part de l'équipe de France. On sentait les deux équipes tendues au début du match, qui étaient un petit peu en difficulté les deux équipes, mais on voyait que ces deux équipes se craignaient et c'est l'équipe de France qui a craqué la première et la Norvège au fur et à mesure du match, notamment sur les supériorités et infériorités numériques, a été meilleure au niveau de la 20e minute et du coup elles ont réussi à se décrocher, à terminer la mi-temps à plus 4 et par la suite il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la part des Françaises. Alors, à un moment, le coach est passé en 4-2. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce qu'il y a de la musique. Voilà. Là, je vous entends plus. Voilà, on va attendre, voilà, que la musique cesse. Allô? Ouais, Valérie, vous nous entendez? Voilà. Alors, qui est-ce qui me parle là? On n'entend plus rien là, il y a trop de bruit dans la salle en fait.
Voilà Valérie. Speaker qui parle moins fort. Eh ouais, c'est parce que la Serbie vient de marquer un but, c'est pour ça. Ah bah dis donc, à chaque fois qu'il marque un but, c'est la fête. Hein. C'est ça. Je disais Valérie, à un moment Olivier Crumble s'est passé en 2-4. Oui, c'était pertinent, ça a été judicieux, c'était bien. Il y a eu un 5-0, je crois, de la part des Françaises à ce moment-là. Exactement. On aurait peut-être pu le passer avant, peut-être, non? Ça aurait été encore mieux. Oui, on peut toujours le placer avant, mais même là, en le faisant à la 45e, ça a duré quoi, 5 à 10 minutes, le mieux qu'elles ont eu en deuxième mi-temps. Et comment on peut se remotiver? Comment on peut rebondir après une telle humiliation, entre guillemets, parce que c'était quand même les deux équipes favorites qui se rencontraient. Hein. Ouais, c'était les deux numéros 1 de leur groupe respectif. Ça va être très dur, je pense, de la part des Françaises, puisque une médaille intéressait les Françaises et la médaille d'or notamment. Et là, en voyant ces chances, les chances de l'équipe de France quasiment mortes, je crois que ça va être très très dur dans la tête et j'ai un peu peur malheureusement que ça joue un petit peu individuel et qu'on pense un petit peu moins au collectif. Mais j'espère avoir tort, bien sûr. Alors maintenant, c'est quoi les options là au final? Vous avez déjà commencé à faire des calculs? Les deux derniers matchs et ensuite espérer des miracles, c'est-à-dire que le Danemark perde, que j'ai pas regardé les points, mais comme le Danemark a gagné aujourd'hui, il faudrait que le Danemark perde les deux derniers matchs. Ouais, c'est ça, le Ensuite Danemark la Suède. Ouais, le Danemark à 4 points. Ouais, ils sont passés à 4 points et l'équipe de France est restée à 2 points. Donc, après, ça dépend si elles sont à 2 ou 3 équipes avec le même nombre de points. Donc Valérie, on est plus maître de notre destin alors. J'ai pas entendu, ça a été coupé là. Oui Valérie, je disais, on n'est plus maître de notre destin. Ah non, là c'est certain, on n'est plus maître de notre destin, il faut espérer un miracle qui j'ai un peu peur, ce miracle, j'ai un peu peur qu'il n'arrive pas malheureusement. Benoît, je crois que tu avais une question pour Valérie. Est-ce que le manque d'Amandine Leno a été un inconvénient majeur pour les performances de cette équipe de France? Je vais dire oui. Parce que l'équipe de France aurait gagné contre le Danemark même si elles avaient perdu aujourd'hui, elles n'auraient pas été dans la même situation. Voilà, Cléo a fait une... Ça coupe un peu. Hein. Et elle a fait et Linda 5. Donc... Ouais, difficile. Non, c'est difficile même au début du match. Ah, ça coupe trop là. Hein. Ouais, on va laisser Valérie Nicolas aller en plein de salle. On remercie déjà d'avoir été avec nous et puis on voulait un œil d'expert. On en a un autre avec Thomas Guillon. Voilà, Valérie Nicolas, merci d'avoir été avec nous. On s'excuse pour ces problèmes. Voilà, c'est en Serbie, vous avez compris, elle est encore dans la salle en train de regarder le match. En plus, elle travaille pour Sport Plus, elle vient pour nous, donc c'est déjà pas mal. Et Benoît, on te charge de la remercier pour nous et de nous excuser hein, pour ces petits problèmes d'appel et puis de petits problèmes de connexion. Mais on a Thomas Guillon, c'est un peu le spécialiste du sport féminin, même le grand spécialiste du sport féminin sur RTS et entre autres du handball. Thomas, un vrai calvaire. Hein. Un vrai calvaire, oui, c'est un. Valérie parlait tout à l'heure effectivement d'un non-match. Là, clairement, la France n'a pas joué du tout, a joué 3-4 minutes. C'est un match très compliqué. D'ordinaire, effectivement, on a toujours quelques joueuses qui arrivent un petit peu à tirer leur épingle du jeu, ce qui n'a pas du tout été le cas aujourd'hui. Défensivement, donc Mika et Eben, qui sont des experts effectivement des terrains, ont pu voir que défensivement, il n'y avait pas été du tout. Que les Norvégiennes étaient très facilement rentrées dans les 9 mètres français alors qu'elles auraient dû rester bloquées à 9 mètres. Les bras étaient pas levés. Il y a eu de nombreuses opportunités pour les Norvégiennes. Offensivement, ce qui d'ordinaire fait notre force, là on a complètement à côté aussi. Donc c'est un gros non-match à la fois défensivement et offensivement, à la fois personnellement et collectivement. Donc là, que rajouter à cela? Eh bien qu'on garde effectivement l'espoir, on garde la pêche. En tant que c'est pas mort à 100%, on a encore envie, j'ai envie de dire. Il reste 2 matchs à jouer, on va les jouer à fond et puis on verra bien, tout simplement. Benoît?
Ouais, moi je pense aussi que c'était dans les intentions, quoi. On a vu vraiment des Norvégiennes d'une solidarité vraiment exemplaire, que ce soit offensivement ou défensivement, où il y avait très très peu de duels perdus, il y avait vraiment une cohésion entre elles, énormément de flottement, ça bougeait de partout, elles avaient vraiment très peu de solutions en attaque et du coup elles ont dû prendre des tirs de loin et pas dans des meilleures conditions et la gardienne a fait le travail derrière et contrairement aux Françaises où les espaces étaient multiples, où même avec les changements de défense, il y a eu quelques petites, comme tu le disais tout à l'heure Ludo, avec la 4-2, quelques petits points positifs, mais voilà, c'est une défense qui demande énormément d'énergie et qu'on peut pas tenir sur une longue distance, donc tactiquement le coach a rectifié tout de suite le tir et du coup les Françaises n'ont pas réussi à revenir aussi bien, mais c'était vraiment moi ce qui m'a frappé, c'était dans les attitudes, quoi. On a vu vraiment des Norvégiennes complètement déterminées sur leur sujet et prêtes vraiment à faire un match de très haut niveau et les Français, je les ai trouvés vraiment avec un manque de mordant et de cohésion sur ce match. Alors, on a pas mal de réactions sur le chat, notamment Sabine qui nous dit que 3-4 minutes, faut pas abuser. Le premier quart d'heure a été très bon de l'équipe de France. Et il y en a une autre également, et ça vous pouvez peut-être y répondre, c'est pourquoi ne pas avoir tenté des tirs à 9 ou 10 mètres plutôt que de venir s'empaler sur cette défense norvégienne, Thomas. Parce que c'est trop loin, 9-10 mètres pour elle, non? Peut-être. Bon, on a vu Cathy Piégeot par exemple marquer un beau petit but de cette distance-là. Ouais, mais elles avaient quand même beaucoup de volume, les Norvégiennes, et c'est vrai que pour ces tirs de loin, on a besoin, surtout pour Mariama Signaté, elle a besoin d'énormément de pas pour se lancer, parce qu'elle est très grande, mais au niveau moteur, il lui faut 2 ou 3 pas pour pouvoir être dans les meilleures conditions, et Norvégienne allait aussi de temps en temps la chercher un peu plus haut, et du coup, elle avait du mal à se lancer, et à vraiment se trouver dans des bonnes conditions. Donc elles ont essayé malgré tout de shooter de loin, mais avec peu d'efficacité et avec une gardienne derrière qui a fait les arrêts. Alors, pour finir un peu avec ce match-là, enfin avec cette compétition, si l'équipe de France ne va pas au bout, Thomas, j'ai plus envie de dire que si on perd la compétition, c'est pas sur ce match-là, mais c'est quand même sur le match contre le Danemark qu'on n'aurait pas dû laisser passer. Oui, clairement, oui, c'est pas sur ce match-là, puisque la Norvège, effectivement, fait une très belle compétition, même si elle est loin de son niveau habituel. Clairement, moi, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que les Norvégiennes, sur les 2 dernières fois, on les a jouées en Golden League, on était capable de les battre, de rivaliser, et qu'en 3 semaines, le jeu français est complètement ailleurs. C'est plus du tout le même jeu. Ça me choque un petit peu. Clairement, oui, non, c'était battre les Danoises, mais ça, je l'avais annoncé avant. Les Danemark, ça allait être très compliqué. Et je l'avais effectivement dit, on en avait parlé un petit peu, Ludo. C'est que les Danoises allaient être non seulement compliquées, mais allaient être dures à aller chercher aussi. Et preuve en est, c'est qu'elles sont encore là, et c'est qu'elles nous ont battus, et c'est qu'elles risquent d'aller très loin. Aujourd'hui, si l'équipe de France sort pas de ce tour principal, ça ne faudra pas effectivement chercher des excuses. C'est avant tout l'équipe de France elle-même qui se fait sortir par son propre jeu. Et moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est cette fin de match, ces 10 dernières minutes où on a vu très peu effectivement d'allant, très peu de volonté, et où clairement on n'allait plus du tout tenter quoi que ce soit, et où le goal average, on l'a un petit peu laissé tomber. Ça m'a un petit peu gêné par contre. Alors ouais, effectivement, donc on l'a bien entendu et Valérie nous a confirmé que l'équipe de France n'est plus maître de son destin. Il faut des si, hein, voilà. Sachant que le Danemark joue contre la Norvège qui est déjà qualifiée, qui n'aura plus rien à jouer. Donc on voit mal quand même, Benoît, Thomas et Mika, comment l'équipe de France peut encore prétendre à une place en demi-finale dans ces conditions-là. Ouais, Tout à fait. Moi, je trouve qu'elles font vraiment pas rêver, quoi. Cette équipe de France, elles sont capables de faire des beaux matchs, et puis dès que ça compte, à l'image de ce qu'elles ont fait au JO, dès que ça compte, il n'y a plus personne. Elles ont pas de, je sais pas. Moi, je regarde 1 ou 2 matchs de temps en temps comme ça, et j'ai l'impression d'un match à l'autre de voir 2 équipes complètement différentes. Et elles sont pas régulières. Et ce qu'on demande en tout cas, dans le milieu masculin, pour être international, il faut être un minimum régulier. En filles, apparemment, c'est compliqué de trouver des filles qui arrivent à garder un niveau de jeu constant. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis, sur le chat notamment, mais bon, on n'est pas encore perdu, hein. Tout est encore, entre guillemets, possible, mais on a pu... Ouais, mais là, c'est quand même, difficile. ça va être quand même très compliqué, oui. Mais justement... Comme tu le disais, je pense que sur le dernier match, ça va être Norvège-Danemark.
et les Norvégiennes devraient être qualifiées. Et donc, dans l'idée de peut-être économiser un peu leurs forces, donc laisser le Danemark l'emporter, ce qui condamnerait complètement les chances des Françaises. Alors, on va pas revenir un peu sur les causes de cet échec, mais quand même, il y en a une, et je me dois de vous la poser, messieurs les spécialistes, notamment à toi, Guillaume, Thomas. Est-ce que tu crois pas que un peu le discours d'Olivier Cremers commence à s'essouffler un peu? Après, c'est vrai qu'il est là depuis un moment, Olivier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en équipe de France pour que les joueuses soient bien. Le discours s'essouffle-t-il? C'est une bonne question. Bon, c'est vrai que là, la question peut être posée notamment au vu des JO, au vu de la première étape de Golden League qui était catastrophique, au vu de cet Euro qui est pas forcément flamboyant. Maintenant, est-ce que d'autres auraient fait mieux? Je ne sais pas. C'est la question qu'on peut se poser ce soir. Mais encore une fois, ça reste la Norvège. La Norvège est comme championne du monde en titre, championne olympique en titre, championne d'Europe en titre depuis longtemps. Donc ça reste une grosse formation avec un turnover énorme, ce qu'on n'a pas actuellement en équipe de France, et ce qu'on est loin d'avoir d'ailleurs, avec des qualités mentales incroyables. Donc voilà, pour moi, ce qui fait qu'on n'a pas le niveau aujourd'hui, c'est notamment bien qu'on n'est pas capable d'être constant, comme tout à l'heure Michael disait, c'est qu'on n'est pas constant d'un match à l'autre, c'est qu'on est capable de faire un match incroyable contre la Suède et 3 jours plus tard d'être complètement côté de nos pompes face à la Norvège. Donc ça, c'est assez dérangeant finalement, c'est ce manque de constance qui leur coûte très cher. Alors après, certains parlent déjà, oui, des conditions de transport hier entre Nice et Belgrade dans la neige et autres. J'ai envie de dire, c'est pas les seuls à avoir eu ces conditions-là. Le Danemark les a eu aussi. Aujourd'hui, il faut arrêter de se chercher des excuses et de se voiler la face. Il faut affronter un petit peu ses responsabilités, assumer son statut. Et comme j'en parlais dernièrement avec certaines filles de l'équipe de France ces derniers jours, il serait bien que certaines filles prennent leurs responsabilités et assument un petit peu leur statut elles aussi. Sans citer de nom, bien sûr, elles s'en reconnaîtront. Alors, sinon, au niveau de la Norvège, on a vu pendant ce match-là quelques trucs, on va dire pas trop cool, notamment ce fameux temps mort à quelques secondes de la fin. C'est quoi? C'est pour enfoncer le clou, ça, Benoît? Ouais, c'est toujours le même débat avec ces entraîneurs qui sortent des temps morts à la fin, alors que certains sont justifiés parce que on peut dire que l'entraîneur prépare quelque chose au cas où, mais il y a souvent ça énerve souvent énormément l'adversaire, énormément le coach adverse, et c'est souvent un peu pour répondre à des provocations ou des contentieux qui peuvent exister. Donc c'est plus, je pense, je vais pas dire une sanction, mais un coup un coup bas du coach norvégien envers Crumbles. Alors, le prochain match de l'équipe de France c'est demain face à la République tchèque. Normalement, il y a aucun souci. On devrait largement les battre étant donné qu'ils sont éliminés également cette équipe. Par contre, après, on devrait rencontrer la Serbie qui joue chez elle. Donc, on en parlait justement après cette victoire de la Suède, Thomas, et on disait que normalement il n'y avait pas de problème non plus pour battre la Serbie. Mais du coup, après ce match-là, on peut douter un peu, hein. On peut douter effectivement puisque la Serbie joue à domicile. Bon, certes, c'est pas des foudres de guerre, mais à côté de ça, si la France joue comme elle a joué aujourd'hui, ça va être plus que compliqué comme match, hein. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on joue la Serbie avec la même motivation que face à la Suède, ce qui est loin d'être gagné, surtout après la correction qu'on a prise aujourd'hui. Et avant de jouer la Serbie, il faudra déjà jouer les Tchèques, parce que les Tchèques, on les joue demain, donc demain à 16h10, et il va falloir que les filles évacuent très très vite cette défaite face à la Norvège, arrêtent de calculer, arrêtent de gamberger, jouent libérés, et ça c'est loin d'être gagné. Alors qui peut battre justement le Danemark? Messieurs, étant donné que ça va être le Danemark et la France cette seconde place, et encore la Suède, faut pas non plus l'oublier, mais justement on sait que la Norvège jouera le dernier match comme tu l'as dit face au Danemark, donc on se fait pas trop d'illusions. Le Danemark a battu la République tchèque, il reste que la Serbie, donc Thomas, est-ce qu'on peut espérer un miracle? Est-ce que ça va être Comment peut-on donner encore un peu d'espoir aux auditeurs qui nous écoutent? Comment on peut on le saura demain soir, hein, comme ça, ça sera clair. Ça c'est fait, oui déjà. On le saura demain soir, mais si la France bat pas la République tchèque ou si le Danemark bat la Serbie, je crois que ça va être très compliqué quand même.
en sachant qu'effectivement espérer sortir d'un tour principal avec déjà 2 défaites au compteur, il y a très peu de chances que ça soit possible, déjà à la base, historiquement parlant. Maintenant, oui, la Serbie peut battre le Danemark, c'est possible, c'est tout à fait possible et concevable. Ça va être compliqué, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, ça va être très très compliqué. Maintenant, il faut aussi se rappeler que le Danemark avait perdu face à la Suède lors du premier match de l'Euro côté danois. Donc rien n'est impossible. Le Danemark est prenable, ça c'est certain. Maintenant, il ne faut pas non plus leur laisser l'opportunité de prendre de la confiance dès le début de match parce que ça sera compliqué derrière. Si la Serbie joue le jeu de rentrer dedans d'entrée de jeu et de creuser un petit écart tout de suite, il est possible effectivement que la Serbie puisse battre le Danemark, mais ça va être très compliqué. Et effectivement, il faudra déjà, avant de compter sur la Serbie, qu'on compte sur nous-mêmes et qu'on batte les Tchèques. Ce serait déjà la première chose à faire. Ouais, déjà. Bon, je pense qu'on a fait malheureusement le tour de ce match de ce soir et des chances minimes, infimes de l'équipe de France de se qualifier pour les demi-finales. Wait and see, j'ai envie de dire, et puis croisons les bras. Quant à toi, Thomas, on se retrouve sur RTS mercredi pour L-Sport. Peux-tu nous donner ton petit programme toujours aussi alléchant, j'imagine? Ben écoute, on va peut-être se retrouver déjà demain pour une petite partie hand rapidement, mais oui, on se retrouve mercredi dans L-Sport donc pour une spéciale cette semaine qui devrait plaire à Mika puisqu'on fait une battle homme contre femme. Donc l'équipe de Quand on aime qui vient défier l'équipe d'El-Sport sur le sport, avec notamment Christian Payan, l'agent donc de football, et donc Elodie Vauque notamment, donc l'entraîneuse des Rafettes et ex-joueuse de l'équipe de France. Donc 2 forts caractères qui ont une vision assez différente du sport féminin, avec des a priori assez différents, donc ça devrait être assez sympa. Rendez-vous 21h30 et petite battle en prévision. Encore une fois, les Américains sont en avance sur nous. Hein. La lingerie Football League, c'est ça le sport féminin. Je savais que ça allait te plaire, ça. Alors, sachant également qu'on se retrouve demain pour l'après-match de l'équipe de France, comme tous les matchs qu'on a fait ensemble, Benoît. Thomas, pardon. Avec grand plaisir, effectivement, en espérant une meilleure soirée qu'aujourd'hui, en tout cas. Ouais, on l'espère. De toute façon, logiquement, on devrait s'imposer contre cette équipe de Tchèques. Donc, on se retrouve demain, juste après le match, pour une vingtaine de minutes de débrief. Merci Thomas d'avoir été avec nous. C'était sympa et pourquoi pas à lundi prochain pour un petit débrief de ce championnat d'Europe. Et on espère retrouver aussi Valérie Nicolas. Merci Thomas. Merci à vous pour l'invitation et à bientôt. Bonne fin d'émission. Merci Thomas et on remercie également Valérie Nicolas. Hein. Comme on vous l'avait dit, vous avez entendu l'ambiance qu'il y avait dès que l'équipe de Serbie marquait un but. C'était la folie. On remercie Valérie Nicolas qui, malgré le peu de temps qu'elle est restée, nous a bien éclairé sur la situation de l'équipe de France. Et donc, voilà, c'est un peu galvaudé un peu notre joie et bonne humeur, mais bon, on va la retrouver tout de suite avec la Pro D2. Le temps pour moi, si Stan nous écoute, il peut nous rappeler, tout simplement. Donc, messieurs, on va rester sur cette conversation-là. Stan a juste à nous rappeler s'il nous écoute et on va parler de Pro D2. Alors, on a en Pro plus... D2 sans dessus-dessous. Voilà, c'est un peu du... Voilà, une Pro D2 avec pas mal de surprises. La défaite de Nîmes, la défaite de Mulhouse, la défaite de Chartres, les 3 premiers qui perdent. Enfin bon, on va faire ça. On n'a pas le talent de Sébastien Mangin, forcément, et on n'a pas toutes les stats. Mais on a quand même le set de la JPS de Pro D2 qu'on vous donnera tout à l'heure. Et on va commencer par quelques matchs. Alors j'espère que vous avez bossé, messieurs. On va commencer par Angers-Chartres. Défaite. On a l'habitude de commencer par Chartres. Donc, défaite de Chartres d'un petit but face à Angers. J'ai un peu suivi le match en live parce que nos amis des Échos, je sais plus quoi, retransmettaient un live écrit. Comment Chartres a pu se faire remonter comme ça alors qu'il dominait pratiquement toute la mi-temps, tout le match? Est-ce que Benoît t'en sais plus avec Sébastien Mangin ou Sébastien Ostertag? Est-ce que tu sais plus sur le déroulement du match? Pas plus, non. Ils ont buté déjà face à un très grand gardien qui, depuis le début du championnat, est très performant et encore sur ce match-là a été à plus de 18 arrêts et donc on connaît la performance à ce niveau-là. Même si son adversaire direct n'a pas été en reste puisque le gardien de Chartres a fait plus de 20 arrêts, mais malgré tout, Chartres
s'inclinent d'un but. Et là, s'ils étaient sur une belle série, et c'est vrai que ça met un petit coup d'arrêt alors qu'ils pouvaient encore prétendre à mieux. Ouais, vraiment un coup d'arrêt, surtout que le match était bien pris en main par Chartres. Alors oui, Astruc de Chartres, 21 arrêts, soit 50% de taux de réussite. Il est d'ailleurs, messieurs, dames, dans le set de la JPH, qu'on retrouvera tout à l'heure sur le site de Handé, puis forcément demain sur les réseaux sociaux via le site la JPH. Autre match, c'était Nîmes. Nîmes qui s'incline face à Dijon, pareil, d'un petit but, 29-28. Et bah c'est une belle perf de Dijon tout ça, Mika. Ouais, mais belle perf, mais en même temps, c'est pas non plus une grosse surprise comme peuvent l'être les autres matchs. C'est-à-dire que Dijon, même si ils ont un peu moins de prétention que l'an dernier, et ça reste quand même une grosse équipe de ce championnat de Pro D2 qui a toujours pour objectif de remonter. Donc gagner contre des concurrents directs à la maison, ça fait partie des matchs qu'ils avaient dû cocher dans leur calendrier. Donc c'est pas plus étonnant que ça. À noter la belle performance de Naudin qui arrive de Semur et qui déjà l'année dernière avait montré toutes ses qualités. C'est un joueur qui est pas très physique mais qui a une très belle gamme de shoot en appui, à travers. Donc je pense que ça a dû payer sur la 6-0, pas toujours très mobile de Nîmes. Et puis voilà, pour Nîmes, c'est un peu dommage, ils ont laissé passer l'occasion parce que Mulhouse qui se fait battre par Valence à domicile, ils n'y avaient peut-être pas compté dessus. Donc 6-0, pas très mobile de Nîmes, c'est un peu contradictoire ça. Contradictoire, pourquoi? Parce qu'on connaît la défense hyper agressive de Nîmes, donc Ouais. C'est vrai que ça me... La 6-0, récemment, elle n'a pas toujours été très, très active. Non mais après c'était pas une critique, hein, c'était juste ça me choquait par rapport à... Je la Mais voyais ils malgré ont- tout, même si 6-0, encore très agressif. Ils ont changé un peu leur style de jeu depuis 1 ou 2 ans, là, où c'est vrai D'accord. qu'on les voit beaucoup moins jouer avec cette défense très agressive, avec des joueurs comme Steve Massard ou Jean-Philippe Aon, qui sont des petits joueurs qui sont capables de défendre très haut et d'agresser les arrières. Et cette année, ils ont plutôt fait le choix d'avoir une grosse 6-0 compacte. Et c'est vrai que sur des joueurs comme Naudin, qui sont des très bons joueurs pour tirer au travers, c'est un peu difficile parfois. Alors d'ailleurs, tu fais bien de le préciser, la bonne perf de Naudin qui fait partie également du set de la JPF avec un 9 sur 11. Là, il y a un match et dont un score qui est un peu plus surprenant. Juste avant de vous le donner, je remercie aux auditeurs de nous écouter, notamment c'est 81 46 89 qui met pas mal d'ambiance sur le chat. Donc on le remercie et ça serait pas mal s'il pouvait peut-être mettre un nom pour qu'on puisse le citer, n'est-ce pas, Mika? Mulhouse, Valence. Et là, franchement, du lourd. Valence qui explose Mulhouse 27-18. Là, Benoît, c'est complètement assez surprenant cette défaite de Ouais, Mulhouse. c'est assez déroutant. Déroutant. Et c'est vrai que j'ai lu un peu la presse, j'ai essayé de remplacer mon collègue Sébastien Monja, donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur cette déconvenue et apparemment le président est descendu à la mi-temps faire un speech pendant cette mi-temps vu la contre-performance de son équipe et les a même menacé de démissionner si le score ne tournait pas en leur faveur et voilà, il a pas été spécialement entendu et vraiment assez surprenant en plus d'un écart aussi incroyable contre une équipe de Valence qui vivote dans ce milieu de classement de la Pro D2. Donc non, très surprenant et très regrettable par rapport à leurs ambitions et leur course à cette accession directe. Alors, est-ce qu'il a démissionné le président ou alors c'était du bluff? Bah ouais, il s'est un peu emballé apparemment, mais il était quand même très très remonté contre son équipe et remettait vraiment en cause l'état d'esprit et tout les ingrédients qui n'ont pas été mis par son équipe et vraiment le regrettait fortement et ça allait, je pense, continuer à chauffer durant cette semaine. Avec un bon Guillaume Marou, 22 ans, ailier gauche, qui me fait un 9 sur 12. Mika, est-ce que tu connais un peu ton compère, ailier gauche,
de cette équipe de Valence? Ouais, bien sûr, tout le monde le connaît. C'est le frère de l'autre Marou qui joue à Chambéry. Et encore l'année dernière, il était dans l'effectif de Chambéry. Il était souvent sur la feuille, pas forcément souvent sur le terrain, mais le peu de fois où il est rentré, on a pu voir toutes ses qualités. Et c'est un joueur qui est de petite taille, mais qui va très vite et qui a vraiment une qualité à la finition assez impressionnante. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Et il va continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, hein, pour ce match-là, Mulhouse, oui, qui en fait deux défaites pour les deux co-leaders, hein, donc Mulhouse et Nîmes. Par contre, il y a encore Nancy, hein, qui bat Istres 27-25. C'est une défaite, enfin une victoire plutôt de Nancy qui fait du bien pour eux au classement et qui permet de glaner quelques points parce que c'était mal embarqué, hein, pour Nancy, Benoît. Ouais, Nancy a vraiment du mal à trouver une vitesse de croisière là et ils alternent les résultats pas spécialement de manière très concluante. Donc là, un gros match à la maison contre une équipe d'Istres qui est toujours difficile à manœuvrer avec quand même une ambition de remonter rapidement. Donc une très belle perf et peut-être le match référence qu'il leur manquait. Alors ça va peut-être être un peu regrettable parce qu'il y a la trêve qui va arriver, mais c'est vrai que c'est sur ces matchs-là qu'il faut se baser pour essayer de construire quelque chose dans la durée. Et donc à eux de garder tous les points positifs de cette rencontre pour essayer de pouvoir la réitérer prochainement, on va dire. Est-ce que tu étais un peu surpris, Mika, du début de championnat, enfin, même si on jouait quand même la 12e journée, de cette équipe de Istres? Un petit peu, mais je l'avais dit en début d'année, quand on avait reçu Bastien Sismondo, c'est vrai que c'est une équipe qui a été beaucoup renouvelée et qui restait sur une saison vraiment très difficile de D1 avec beaucoup de brouille en interne entre les joueurs. Et à mon avis, même s'il y a eu beaucoup de renouvellement, ça semble difficile quand un groupe a été un peu brisé comme ça. Je sais notamment qu'ils n'avaient pas fait leur caisse noire. Caisse noire, c'est un peu l'argent qu'on récolte toute l'année dans le groupe pour faire un peu quelque chose de sympa à la fin de l'année. Et ils en étaient venus à se rendre leur argent parce qu'ils avaient pas envie de faire quelque chose ensemble. Donc c'est toujours dur quand il arrive des événements comme ça dans un groupe. Maintenant, il y a des nouveaux joueurs, il faut reconstruire, ça prend du temps, donc forcément c'est un peu difficile dans ce début de saison, mais je pense qu'ils ont les moyens. C'est un club historique de la LNH quand même, donc ils ont les moyens de rebondir et de terminer. De toute façon, cette année, l'objectif pour eux, ce sera maintenant d'atteindre les playoffs, donc c'est d'être dans les 5 premiers du championnat, c'est loin d'être infaisable et ça doit rester leur objectif prioritaire. Ouais, effectivement, Istres un peu de mal dans ce championnat. Il y a une autre équipe par contre qui fait un bon début, c'est Ponton-Combourg qui vient de s'imposer face à Saumur 34-24, notamment avec alors j'espère pas écorcher son nom, mais un bon Mathis Geysen, c'est ça? Gezen, ouais. Gezen, donc avec un 9 sur 10. Ponto qui fait plaisir face à Saumur qui est bon lanterne rouge, Benoît. Ouais, mais tu étais un peu optimiste en disant qu'ils faisaient un bon début. Ils étaient restés sur des contre-performances et on se rappelle de la petite brouille qu'il y avait eu entre le coach et les joueurs. Mais apparemment, les joueurs ont malgré tout bien compris le message du coach William Holder et ils ont tout de suite rectifié le tir suite à leur déconvenue de la semaine dernière. Et en gagnant un match de 10 buts comme ça, même contre la lanterne rouge, c'était, je pense, très important pour la vie du groupe et essayer de continuer à progresser ensemble. Sinon, je pense que la rupture aurait pu être pas loin d'être irrévocable avec vraiment un match à leur portée à domicile. Donc c'est bien, ils ont répondu présent aux sollicitations de leur coach, c'était important. Et puis donc Saumur mal embarqué dans ce championnat, déjà 2 points de retard face à l'avant-dernier, ça va être difficile pour Saumur, Mika?
Ouais, ça va être dur. Ouais. J'ai pas trop suivi leurs résultats, mais c'est vrai ils ont perdu beaucoup de joueurs majeurs de leur effectif l'année dernière ça va être dur pour eux de survivre en Pro D2 parce qu'il commence à y avoir des exigences financières, des exigences structurelles. Et on peut voir pour y être allé que c'est vraiment une toute petite ville avec une toute petite salle. Alors c'est sympa pour eux, ça fait un peu d'animation le week-end, mais c'est difficilement compatible avec le sport de très haut niveau et ils vont avoir du mal à se développer. Donc ce serait peut-être pas plus mal pour eux qu'ils aillent faire un tour en N1 et qu'ils soient un peu les stars de la N1. Alors, autre match, c'est Gonfreville face à Massy, hein, Massy qui avait fait un démarrage en trombe et là qui glisse dangereusement au classement, un peu comme on l'a dit la semaine dernière avec Sébastien. Défaite 24-23 et c'est pareil, hein, Gonfreville qui prend encore des points ô combien importants. C'était pas gagné d'avance et bah c'est tout bénef pour Gonfreville. Benoît. Ouais, Gonfreville qui se bat avec ses moyens, mais qui fait quand même des performances intéressantes, donc tant mieux. Hein. On voit que Soltan, cher à Sébastien Mongin, qui fait une belle performance encore. ouais, qui va être encore cité dans le set de la semaine. Donc Alors, non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est assez surprenante et qui continue à se battre malgré tout. Donc tant mieux. On connaît le fait que ce soit aussi équilibré dans cette Pro D2 et c'est tellement ouvert que voilà, toutes les équipes sont difficiles à prendre, à manœuvrer. Donc voilà, ça le prouve encore avec cette année Gonfreville qu'on pensait être une équipe qui allait être rapidement décrochée, mais malgré tout, ils sont pas là par hasard aussi, ils méritent leur montée, donc c'est bien, ils se battent. Après, est-ce que ça suffira? Je sais pas, mais en tout cas, ils se donnent les moyens pour essayer d'exister un petit peu dans cette Pro D2. et puis Zoltan, donc comme tu l'as dit, belle performance, un 7 sur 7, mais une Anne Sinclair, hein, comme on appelle ça, mais avec 6 pénaltys, donc 6 sur 6 au péno, tout comme Visio hein, de Massy, 6 sur 6 au péno, mais un 2 sur 3 au tir, donc voilà un peu pour... Il n'y avait pas Vincent Gérard dans les buts. Il n'y avait pas Vincent Gérard dans les buts exactement pour arrêter ces pénaux. Dernier match, 21h07, on a été très rapide. Dernier match, Besançon-Vernon. Et Vernon n'a pas pu faire mieux hein, que la défaite, 35-28 face à cette équipe de Besançon. C'est un peu la rébellion des clubs en balle de poing, Mika. Hein. Bah, comme je te disais tout à l'heure, ouais, la Pro D2 sans dessus-dessous, ça a rien, à n'y rien comprendre. Quand j'ai regardé les résultats, j'étais à deux doigts de me demander s'ils avaient pas tout inversé parce que c'est vraiment toutes les équipes de bas de classement qui se refont un peu la cerise sur cette journée. Et, ben, ma foi, c'est pas plus mal pour le championnat, ça va resserrer un peu tout ça. Donc bien malin qui pourra dire qui sera champion dans cette Pro D2. Besançon-Vernon, c'est pareil, Vernon cale un peu là, Benoît. Et ouais, ils calent un peu, ils ont quelques blessés, donc voilà, et ça les handicape pas mal. Il y a Quintalet et Juzo qui étaient blessés pour ce match-là, et c'est quand même deux joueurs qui ont montré leur valeur dans le championnat de LNH, et c'est vrai que quand ces joueurs cadres sont absents, Vernon a un peu plus de mal à enchaîner des bonnes performances. Voilà, donc un petit point sur le classement de Pro D2. Donc statu quo en tête, hein, forcément. Nîmes, Mulhouse et Chartres ont perdu. Donc 30 points pour Nîmes et 27 pour Chartres. La bonne opération, j'ai envie de dire, c'est pour Dijon, qui revient à égalité de Chartres et reste quatrième à ce classement. Angers aussi également, on les attendait peut-être pas là, les Angevins, mais arrive à la 5e position avec 26 points. Et en bas du classement, on va dire que Besançon, Gonfreville et Semur se tiennent en 2 points, mais c'est très très serré. Entre Gonfreville 13e et Vernon 6e, il n'y a que 4 points, messieurs, donc autant dire que rien n'est joué. Ça va être très très compliqué pour chaque équipe et c'est pas encore joué, même les places pour les playoffs. Rien n'est fait.
la 12e journée de Pro D2, il y aura quand même des beaux matchs que j'ai sous les yeux. Voilà, un Chartres-Besançon, notre ami Sébastien Mangins jouera à domicile face à Besançon qui viennent de faire une belle perf face à Vernon, vous l'avez entendu tout à l'heure. Vernon d'ailleurs, Dijon, et surtout, messieurs, un Nîmes-Mulhouse. Donc ça c'est pareil, c'est un peu le choc. T'aurais un petit avis sur ce match-là, Benoît, Nîmes-Mulhouse qui pourrait l'emporter là-dessus? Les Nîmois chez eux, c'est quand même très très costaud. Après, est-ce que les Mulhousiens auront leur assez d'ego et pour essayer de se reprendre après cette déconvenue assez mémorable à domicile, mais je mettrais quand même une petite, on va dire, un petit match gagné, je pense, pour Nîmes à domicile. Pareil, du même avis, Mika? Oui, bien que Mulhouse, après cette grosse gifle, va peut-être avoir un petit sursaut d'orgueil, ça risque de faire un beau match. Ouais, avec un nouveau président, normalement, donc on essaiera de l'inviter et le relancer là-dessus, sur un peu le pétage de câble qu'il a fait. Et puis, on va jeter quand même, parce que 21h10, on a le temps de jeter un coup d'œil sur les prochains matchs de la LNH qui joue ce week-end, on l'a dit tout à l'heure. Après avoir joué Tremblay, Dunkerque se déplace du côté de Aix, il me semble, si je ne m'abuse. Non, qu'est-ce que je raconte? Tu t'abuses. Je m'abuse. Du côté d'Ivry. Du côté d'Ivry, exactement. Non, Billière, messieurs. De qui tu parlais là? Tremblay? De Dunkerque. Ah, Dunkerque. Pas du tout. Dunkerque. Dunkerque reçoit Billière. Voilà. Dunkerque reçoit Billière. Donc c'est pareil, maintenant il y a un petit pari dans la NH, c'est qui va lâcher en premier des points face à cette, allez, on va dire pauvre équipe de Billière. C'est un pari qui doit leur faire plaisir, ça. Pas à Billière, hein, surtout, mais voilà. Donc Dunkerque-Billière, si Vincent Gérard et tous ses coéquipiers ont bien récupéré de cette nuit qui paraissait assez agitée. D'ailleurs, William Anotel, vous l'avez compris, avait peut-être un peu fatigué, donc vous n'avez peut-être pas retrouvé le set de la JPH demain sur le site. Vous l'aurez hein, sur les réseaux sociaux et sur RTS. Donc Dunkerque-Billière, Cesson-Chambéry, Créteil-Montpellier, Paris, Saint-Germain-Nantes. Alors ça c'est pareil, ça va être une petite revanche, Benoît. On se rappelle que Nantes avait éliminé Paris lors de la Coupe de la Ligue. Beau match en perspective là. Et ouais, avec des Nantais bien usés par ce week-end et en plus en repartant sans rien au bout, donc ça va être compliqué pour eux d'enchaîner avec ce match à Paris. Ouais. Et Paris qui se doit, avec son statut, de battre Nantes. Est-ce que Nantes est capable de réaliser 2 fois de suite l'exploit, Mika? Ouais, j'y crois pas, moi, mais pourquoi pas, hein, mais c'est sûr que, vu l'issue de cette Coupe de la Ligue, ils auraient peut-être préféré aller gagner en championnat que les battre en Coupe de la Ligue finalement. Ouais, effectivement, ça sert un peu à rien leur belle victoire, si ce n'est d'avoir joué une finale de Coupe de la Ligue. On l'a dit, il y a un autre match également qui paraît alléchant, Saint-Raphaël-Toulouse. Benoît, est-ce que c'est le retour de Jérôme Fernandez ou pas? Peut-être pas encore. Hein. Faut lui demander. Hein. Moi, je suis pas au courant. Non, mais je crois que c'était incessamment sous peu, donc est-ce qu'il va essayer de faire son retour un petit peu avant pour reprendre le rythme en vue de la préparation pour les championnats du monde, ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Je sais pas, on saura rapidement, mais je sais pas plus d'infos. Pareil, un bon match que Saint-Raphaël doit absolument pas manquer, Mika, parce que Saint-Raphaël 10e avec 10 points, déjà 12 points d'avance 12 points de retard par rapport à Paris. Saint-Raphaël est nettement pas à sa place là, hein, Mika. Ouais, mais 10 points, ils sont pas trop loin de nous non plus, donc pourquoi pas aller les titiller un peu. Non, mais c'est sûr que par rapport aux objectifs qu'ils ont donnés au début de saison, ils en sont un peu loin, donc il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu. Ouais. Et puis, on l'a dit, Célestat, Aix-en-Provence. Aix, pareil, tu avais coché quelques petites croix sur ton calendrier. Est-ce que Célestat fait partie Bien sûr, ça fait partie des matchs où un peu bonus, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que contre ce genre d'équipe, il faudra absolument pas perdre à la maison, voire même gagner, même si on n'a pas été capable de le faire contre Créteil. Mais par contre, ça fait partie des matchs qui, à l'extérieur, sont entre guillemets prenables. Et
Et si on veut se maintenir, il faudra faire quelques résultats comme ça à l'extérieur. Sachant que si victoire d'Aix il y a, vous reviendrez à un seul point de Célestat, donc ça serait aussi de bon augure pour le classement. Exactement, on va pas s'en priver. Ouais, effectivement, sachant que Créteil joue contre Montpellier, même si une petite victoire, vous pouvez passer devant Créteil, donc n'êtes plus dans cette zone où psychologiquement ça devrait faire On du bien passera dans pas ce devant Créteil parce que au goal average, c'est ça? match nul, ouais, peut-être au goal average général, ouais. Euh, je les ai sous les yeux, bouge pas. 314 buts de marqués pour Aix, 283 pour Créteil, 345 buts encaissés. Ouais, bah j'ai pas fait les calculs, mais à mon avis, c'est mort. De tête comme ça. Excuse-moi. Allez, au revoir. Et puis un autre match également, on l'a dit tout à l'heure, c'est Tremblay qui encore un derby face à Ivry. Tremblay qui, pareil, qui pourrait faire un bon petit bond au classement, parce que c'est très serré aussi dans ce qu'on peut appeler le ventre mou. Pareil, c'est un match important pour Tremblay, pour peut-être revoir les objectifs, Benoît. Bah, écoute, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté en invitant deux Tremblaysiens la semaine dernière, vu qu'on n'a toujours pas gagné un match à l'extérieur. J'espère que RTS nous portera bonheur pour ce match. On sait que c'est un match toujours un petit peu particulier avec des anciens Ivriens qui nous ont rejoints maintenant. Donc il y a voilà cette petite connotation un peu de derby, de relations un peu plus poussées entre les joueurs. Donc c'est toujours un match particulier avec pas mal d'enjeux et pas mal d'intensité. Donc à nous de mettre la même chose qu'on arrive à mettre à domicile, mais cette fois-ci à l'extérieur, dans une salle, je pense, archi comble, très petite, et donc avec une très grosse ambiance. Donc ça va être un match plaisant, je pense, et très engagé. Donc on n'a pas pris trop de risques, on l'a dit en invitant Vincent Gérard. On vous rappelle que quand vous êtes invité le lundi, vous gagnez le prochain match. Bon, c'est face à Billière, logiquement ça devrait se répéter. C'est bon pour les stats. C'est bon pour les stats qu'on tient. Donc voilà, on a invité Valérie Nicolas en espérant qu'elle porte chance à l'équipe de France également. Et ben voilà messieurs, je pense qu'on a été complet, 21h17. C'est parfait. On n'a pas d'édito prévu. Non, mais on peut faire quand même le set de Pro D2 quand même. Ah bah voilà le set de Pro D2. Vu que tu veux pas le faire parce qu'il y a des noms un peu compliqués à prononcer. Bah je vais faire une petite dédicace à Blond, même si je serais alors certainement moins performant que lui. Alors pour faire son set. Benoît, juste avant, on nous a demandé tout à l'heure sur le chat si c'était grave, s'il allait être rétabli pour le prochain match de Chartres. Petit virus quoi. Ou alors il a peut-être fait la fête avec des il est un peu fragile donc. Il a peut-être fait la fête avec des amis d'Incarquois, on sait pas non plus. Voilà, c'est ça. Allez, on t'écoute. Donc alors à l'aile gauche, donc Adrien Clerc de Besançon qui a fait un très beau 9 sur 10. Donc je pense aussi que dans leur logique, souvent les joueurs récompensés sont aussi des joueurs qui récompensent. Ça récompense aussi le travail de l'équipe, et c'est vrai que Besançon a fait un bon match contre Vernon, donc d'où le fait d'avoir en plus de sa performance individuelle, la performance collective. Donc on se retrouve sur le poste d'arrière gauche avec comme on le disait tout à l'heure, Nodin qui joue à Dijon et qui a fait un très beau 9 sur 11 pour un arrière. C'est une performance assez incroyable par rapport au taux d'efficacité. Ensuite, demi-centre, c'est Yann Gezen qui a fait 6 sur 12, qui est de Vernon. Lui, c'est un ancien pensionnaire aussi de Dunkerque, tu vois, qui est un très bon joueur, très polyvalent, et voilà, qui joue maintenant à Vernon et qui a dû un peu essayer de pallier les absences des autres joueurs un peu incertains. Après, j'ai encore un problème parce que Sébastien nous dit que Zoltan n'est pas arrière droit mais ailier droit, et là il m'a mis 2 ailiers droits, donc je suis un peu embêté, donc il va falloir que je vois avec lui. Donc sinon il a mis donc Zoltan de Gonfreville avec un 7 sur 7, mais surtout dû à sa performance au penalty, si je ne m'abuse, avec 6 sur 6 au penalty. C'est exact. Voilà, et aussi l'ailier droit de Ponto, Gezen, qui a fait 9 sur 10
et qui a permis aussi à son équipe donc de l'emporter de manière assez concluante contre ce mur. En pivot, le pivot nancéen, alors, très facile à prononcer, Jedrzejewski. Voilà. Avec un très beau 6/7 et donc la victoire de son équipe face à Istres, donc qui n'était pas gagné d'avance. Et comme gardien, Astruc, le gardien de Chartres, avec un pourcentage très intéressant malgré la défaite de Chartres, plus de 50%, oui, pardon, avec 21 arrêts. Et ben, on a Voilà. un beau set. Exactement. Et Bah, peut-être une information qui vient de tomber, la nomination de Michael Illes pour le joueur du mois de novembre, mais c'est pas sûr encore. Alors là, si jamais c'est le cas, à vous, tous les auditeurs d'RTS, de faire un maximum de bruit et de voter, parce qu'on sait très bien que c'est que les votes, sinon c'est pas sur ton talent, Mika, mais c'est que les votes. Alors, à nous d'être actifs, mais on sait pas encore, mais peut-être. mais les bruits de couloir. Peut-être il y a des bruits qui courent. Comme Je quoi. compte sur l'USA pour faire une petite vidéo. Hein. Ah, Il y a des bruits qui courent. Alors je sais pas s'ils vont s'avérer concluants ces bruits, mais apparemment il y a des bruits qui courent comme quoi tu serais possible et nominé du mois de novembre. Ce serait une première. Affaire à suivre. Et les deux confondus. Et Je veux pas que ce soit trop l'embellie avant, donc n'ouvre pas le champagne tout de suite. Mais après ce que j'ai entendu, il y aurait des possibilités. À voir. Vous avez entendu l'information quand même, peut-être en avant-première, peut-être, Michael Illes dans l'élection du meilleur joueur du mois de novembre. C'est ça. Donc, alors, si l'info est faux, par contre. Si l'info est fausse, vous comprendrez pourquoi Sébastien Mangin n'est pas là la semaine prochaine. Par contre, c'est pas bon pour la fin de ma carrière parce que ça vient même pas de lui. Ah. C'est une autre source. Entre mon genou et mon coude, je me suis pas entraîné du mois de novembre, donc ça va me pousser à plus du tout m'entraîner, quoi. J'ai connu des joueurs qui étaient capables justement de faire que ça et ça marchait bien aussi pour les matchs. Donc voilà, hein, on fera en sorte que Mika soit élu. Donc il y a également aussi une petite info. Là, dès ce soir, vous avez la possibilité de voter pour le meilleur joueur de Pro D2 directement, hein, sur le site de RTS Radio, grâce notamment à Handplanet, qu'on remercie énormément de leur aide apportée, tout comme Salming, qui également, vous pouvez le constater sur nos bannières, qui nous aide également à nous faire connaître. Et vous verrez ça plus tard sur les terrains de LNH. C'est important, sans des partenaires comme ça, on ne pourrait pas avancer. Et, on les remercie pas assez. Je remercie également les deux filles, Sabine et Muriel, qui mettent à jour la page Facebook, notamment avec moi-même, et qui vous fait vivre, j'ai du mal ce soir, qui vous fait vivre les matchs live, notamment pratiquement toute la LNH, quelques Pro D2 et l'Euro. Donc si vous voulez voir des matchs live, allez sur la page Facebook d'Andé. Donc ça c'est également. Et puis on remercie Pierre Mangeot, Marie Montigny. Je dois en oublier quelques-uns qui se déplacent chaque semaine pour voir les matchs et retranscrire des interviews en exclusivité pour vous, chers auditeurs, et pour Andé. Voilà, on a été complet. N'oublie pas les chatteurs hyperactifs. Les chatteurs hyperactifs, donc le mystérieux 81 46 89 qui et Scratch aussi, il y avait Scratch, je crois. Scratch, ça on le connaît, Scratch, mais on va pas dire non plus qui c'est. Scratch, et d'ailleurs on connaît peut-être aussi 81 14 machin truc. 06 48. Voilà. Donc voilà, hein, c'est un mi-homme mi-ballon. Donc voilà, ça s'amuse sur le chat. Je pense qu'ils ont rien écouté de l'émission. D'ailleurs, il y aura une interrogation, hein, Sabine. Mais de toute façon, si vous êtes un peu comme notre chatter, un peu dissipé ce soir, vous retrouverez le podcast très prochainement. C'est allé mercredi normalement, voire mardi, voire demain, sur les sites. Vous en avez l'habitude, hein, Twitter, le site RTS, et également la page Facebook. On remercie Vincent Gérard d'avoir été avec nous, Valérie Nicolas également, Thomas Guillon, Stan qu'on n'a pas récupéré du coup, je sais pas qu'il est parti, Benoît. Il est vexé. Il est vexé. Je crois qu'il a pas bien aimé la façon dont tu l'as sorti.
Il n'y a qu'à s'acheter une connexion. Donc n'hésitez pas également, hein, j'ai pas le droit de vous le dire normalement, mais vous voyez, il y a des petites pubs hein, sous le chat. Un petit clic, ça nous rapporte un peu d'argent, vraiment un peu, c'est quelques centimes. Faut pas en abuser non plus pour pas être banni de Google AdSense, pour pas les citer. Mais n'hésitez pas à de temps en temps cliquer dessus lors de vos visites, ça nous fait gagner un peu d'argent. Si vous voulez faire un don, pareil, hein, n'hésitez pas, hein, on est preneur également. On accepte les chèques, les cartes bleues, on Voilà, accepte tout. c'est pas donner au Téléthon, mais il faut donner un peu à nous aussi. Ouais, le Téléthon c'est bien beau, mais on sait pas où que ça Pour va. une bonne œuvre. Voilà, Téléthon, on sait pas où que ça va, mais nous c'est le hand C'est des dans nos poches. fallait pas le dire, Mickey. Allez, merci Michael Iles d'avoir été avec nous. C'était encore une excellente émission. On te souhaite Mais de rien. bonne chance face à Célesta. Et puis, Ouais, ça va être important et peut-être un tournant. peut-être un tournant effectivement et Le changement, c'est maintenant. et on reste à l'affût du meilleur joueur du mois de novembre. On l'espère, ça serait mérité vu les perfs. Et en plus, on te porte chance un peu quand même, Mika. Regarde, depuis que Oui, t'es sur Andé, tu montes je monte en puissance. tu montes en LNH. T'es élu meilleur buteur l'année dernière. Enfin, plus beau but de l'année Ouais, dernière. je faisais aussi du handball avant. Hein, faut Ah bon arrêter. Ah merde. Bon pour les JO du Brésil. Au handball, pas au handball. Merci Mika. J'ai tout misé sur le handball sport olympique. Et ben voilà. Bon, Beach handball. donc tu seras bien pour Andé Je veux bien être coach. au Brésil. Moi, je ferai l'arbitre s'il y a un peu de place. Merci Benoît d'avoir été avec nous et pareil, bonne chance face à encore un petit derby de la région parisienne face à Ivry, Benoît. Merci. Et puis, ouais, c'est bien d'avoir un petit peu de temps comme ça. On peut remercier tout le monde. C'est bien. Voilà. Merci à tous pour le travail que vous faites et restez fidèles. Allez, ciao. Ouais, vous avez été nombreux, restez fidèles à l'écoute d'RTS. Demain, les programmes, je vous l'avais dit juste après le match de l'équipe de France féminine à l'Euro en Serbie. Vous retrouvez un petit débrief avec moi-même et Thomas Guillon d'Elsport. Il y aura également, quand on aime le foot, on parle foot. Mercredi, Stan n'a pas pu faire sa promo, mais il y a les auditeurs. Liberté pour les auditeurs, suivi d'Elsport. Donc jeudi, Motor Show. Et puis vendredi, il y aura des lives si vous aimez le foot et le national. En l'occurrence, on va pas retransmettre la Ligue 1 ni la Ligue 2, mais une division qui est peu médiatique, mais qui mérite quand même qu'on jette de la lumière. C'est le national. Et pas Andé, RTS va retransmettre quelques matchs. Donc voilà, si vous aimez notamment, c'est l'USNAC et le Paris FC, restez à l'écoute. Mercredi, il y aura une grande soirée nationale. Voilà. Allez, on vous laisse le temps pour moi de trouver un petit jingle et puis on vous souhaite un excellent soirée. Pourquoi pas rester sur les antennes de RTS. Ciao, ciao.